Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous. Enfin presque, je vais dire parmi vous virtuellement pour partager avec vous quelques réflexions sur l'ufologie. J'assure cette intervention depuis Genève en Suisse. Et là aussi, croyez-moi, j'aurais préféré être avec vous dans cette magnifique ville de Montréal. Donc aujourd'hui, mon exposé s'intitule La dimension psychique des ovnis, l'éléphant dans la boutique des soucoupes en porcelaine. Je vais donc vous parler de la dimension psychique des ovnis. Alors, je ne parlerai pas d'éléphant, mais promis, je vais vous expliquer plus tard pourquoi cet animal, ce pachyderme, figure dans le titre de mon exposé. En préambule, j'aimerais remercier Yann, Yann Vadnet, et Le Garpan de m'avoir invité à titre de conférencier et de m'avoir aussi inclus au sein du comité de direction scientifique. Donc Yann, merci pour ta confiance et pour l'organisation de ce colloque. Donc en préambule, j'aimerais dire que ça fait maintenant 70 ans que la société civile étudie le phénomène ovni, que ce soit des individus ou des organisations, et sans prendre trop de risques, je peux dire que les résultats sont décevants. Beaucoup de questions restent sans réponse. Et pendant ce temps, eh bien, la science mainstream, donc la science de tous les jours, avance. Je peux donner des exemples, mais ce qui me vient en tête, c'est la physique fondamentale ou les neurosciences. Et ces avancées et ces découvertes amènent de nouvelles interrogations pour nous, les ufologues. Donc, du coup, d'un côté, les questions s'accumulent, et de l'autre, on a très peu de certitudes. Donc, résultat, on tourne en rond, et cela provoque malheureusement beaucoup de frustration. Alors après, on peut dire que de multiples facteurs expliquent le fait que la recherche fasse du surplace. Et l'une d'entre elles m'intéresse particulièrement et a fait l'objet pendant plusieurs années de mes réflexions. C'est l'approche adoptée par la communauté ufologique pour étudier le phénomène ovni. Alors oui, il y a bien une approche particulière qui caractérise la recherche ufologique mondiale. C'est peut-être même le seul endroit où l'ensemble des chercheurs se retrouvent. C'est bien sur cette manière d'appréhender et d'approcher le phénomène ovni. Donc j'ai pas peur des mots, et là je vais le dire, c'est une approche particulière, c'est une approche que je qualifie de monomaniaque. Donc cette approche monomaniaque du phénomène réduit son existence à sa seule matérialité. Et c'est là où je veux bien parler de réductionnisme matérialiste. Je vais vous donner des exemples. On étudie les traces au sol, on étudie les traces radar, on étudie les photos, les vidéos, les implants, les artefacts d'OVNI, et j'en passe. Donc, le seul prisme par lequel on s'intéresse au phénomène OVNI, c'est au travers du prisme, je dirais, de la matière et des traces qu'il nous laisse. Ce qui n'est pas un mal en soi, mais ce n'est pas suffisant. Mais je vais y revenir. Donc, d'abord, si on prend un peu de recul par rapport à cette approche matérialiste, elle n'est pas étonnante. Il faut dire que la préférence et l'adoption de cette approche s'inscrit, je dirais, dans notre histoire. Comme vous le savez, depuis la Renaissance, au moment où la science est distancée de la religion et qu'a émergé la révolution industrielle, eh bien, le matérialisme s'est petit à petit imposé comme la vision dominante et exclusive à travers laquelle nous entrons en relation et nous interprétons le monde. Donc en 2 siècles, les progrès scientifiques et technologiques ont été énormes, et donc ces progrès ont fait du matérialisme la seule vision légitime du réel. Alors, évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier les traces d'OVNI, qu'il ne faut pas étudier les photographies, il faut évidemment étudier la dimension matérielle des OVNI. Et je ne dis pas le contraire, je ne l'ai jamais dit. Mais je pense que cette approche est nécessaire, mais qu'elle n'est pas suffisante. Et pourquoi ? Elle est insuffisante parce que les outils qu'utilise la science moderne se prêtent mal à l'étude des ovnis. Je ne dis pas que le phénomène ovni n'est pas scientifique, je dis que les outils sont mal adaptés. Et une raison très simple à cela,
et vous le savez déjà, c'est que le phénomène ovni ne se présente pas dans un dispositif d'observation qui est contrôlable. Les apparitions sont sporadiques, elles sont imprédictibles, elles sont incontrôlables. Donc, ces observations, grosso modo, sont invérifiables car elles ne sont pas reproductibles. Pour la science, on ne peut pas tirer des lois d'observation qui ne sont ni reproductibles ni généralisables. Ça, c'est un principe de base. La reproductibilité. Donc, tout cela fait qu'on est contraint d'étudier le phénomène indirectement, et le mot indirectement, il est important, c'est-à-dire à travers des traces ou des enregistrements. Et ça, c'est justement l'approche matérialiste que je viens de décrire et qui a été adoptée majoritairement par la communauté ufologique. Sinon, j'aimerais vous parler maintenant d'une autre approche. C'est une approche qui consiste à faire le pari d'étudier le phénomène à travers le témoin. Et c'est de cela dont je vais vous parler maintenant. Donc parlons un petit peu du témoin. Donc le témoin, déjà, première chose, premier constat, et je pense que peu d'ufologues me contrediront sur ce terrain-là, c'est que, il est à l'origine de 99% du matériau brut en ufologie. C'est-à-dire, comme j'ai coutume de le dire, pas de témoin, pas d'ovni. Donc l'activité d'ufologue est principalement une activité d'enquête sur le terrain, de récolte et d'analyse de témoignages. On a un petit peu tendance à l'oublier depuis une quinzaine d'années, principalement pour deux raisons. Donc la première raison, c'est l'émergence d'Internet. On retrouve beaucoup d'ufologues qui font de ce qu'on appelle en anglais de l'armchair ufology, c'est-à-dire que l'activité d'ufologue consiste principalement à faire du web, à discuter sur des forums de discussion et à débattre sur toutes sortes de théories. Et ça, c'est pas de l'ufologie, ça c'est autre chose. Et la deuxième raison, c'est que les apparitions d'ovnis se sont raréfiées, en tout cas une certaine catégorie d'apparitions d'ovnis qui sont par exemple les rencontres rapprochées du troisième type et aussi les rencontres rapprochées du quatrième type. Donc on observe beaucoup moins d'occupants d'ovnis. Les témoignages d'abduction ou de soi-disant enlèvement ont également été de plus en plus rares depuis une quinzaine d'années. Donc, ce qui fait qu'il y a moins de matériel, il y a moins de matériaux sur lesquels travailler. Donc les ufologues travaillent de plus en plus sur des cas historiques, revisitent des cas, réinterprètent, réanalysent, voire font de nouvelles enquêtes sur de vieux cas. Mais ça devient de plus en plus compliqué, évidemment, avec le temps qui passe. Donc je vais revenir à mon témoin. Donc tout ça pour dire que c'est au travers du témoin, et ça qui est important, au travers du témoin qu'on accède au phénomène dans toutes ses dimensions, dans sa totalité et dans sa globalité. Donc l'idée, c'est d'aller au-delà du matériel et d'approcher le phénomène sous toutes ses composantes. Donc il y en a plusieurs. Je vous ai parlé de la composante matérielle, mais on a aussi la dimension psychique du phénomène ou psychologique, et aussi la dimension symbolique ou métaphorique de ce phénomène. Donc il y a pour moi trois grandes composantes: matérielle, psychique et symbolique, métaphorique du phénomène. Ok. Donc ces dimensions-là, en particulier psychique et symbolique, ont été négligées durant les plus de 70 années de l'ufologie, voire ignorées en raison de ce matérialisme ambiant. Voilà. Donc moi, je prends le pari de dire que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur monumentale. Je n'ai pas peur des mots, car ces dimensions psychiques et symboliques sont, toujours à mon avis, à même de nous renseigner sur le phénomène, ses intentions et ses relations avec nous en tant qu'espèce. Cette dimension psychique du phénomène, c'est justement ce fameux elephant in the room, l'éléphant dans la chambre de porcelaine. Et les anglo-saxons ont une expression pour décrire un phénomène évident que tout le monde évite d'en parler. Donc tout le monde observe ce phénomène, mais il crée un malaise et personne n'ose en parler. Et bien c'est justement le fameux elephant in the room, l'éléphant dans la boutique de porcelaine, puisque tout le monde voit qu'il y a un problème, mais personne ne veut ou ne peut ou n'a le courage ou n'a l'envie
d'attaquer le phénomène et d'en parler, puisqu'il y a un malaise derrière. Donc, c'est pour cette raison que j'ai intitulé cette présentation « La dimension psychique des ovnis, l'éléphant dans la boutique des soucoupes en porcelaine ». Et je vous laisse imaginer, un éléphant dans une boutique de porcelaine, ça fait des dégâts. Alors, je reviens à mes moutons. Ce qui a été trop ou très peu fait, c'est justement d'étudier indirectement le phénomène en se concentrant, en se focalisant notre attention sur le témoin, sa relation avec le phénomène et l'impact psychologique de l'expérience sur celui-ci. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre le témoin au centre de l'analyse, plutôt que mettre le phénomène au centre de l'analyse, puisqu'on ne peut pas le mettre, puisqu'on ne peut pas le faire apparaître dans des laboratoires, ni le reproduire. Donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est justement de s'intéresser sur l'impact psychologique sur le témoin. Donc, ça, on peut le faire que si on va faire du terrain. Vous me connaissez peut-être, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je m'intéresse à ce phénomène. J'ai moi-même été témoin à plusieurs reprises d'apparitions d'ovnis. Et j'ai mené des enquêtes autant dans mon pays, en Suisse, mais aussi en France. Je l'ai fait en Australie et je l'ai fait longuement au Brésil, puisque j'ai suivi les traces de Bob Pratt, avec lequel j'étais en contact à l'époque où il était encore parmi nous. Donc j'ai pu rencontrer un certain nombre de témoins, autant des témoins de rencontres approchées que des témoins d'abduction. J'ai pu aussi échanger avec beaucoup d'enquêteurs, je dirais, avec des sensibilités, des approches et des cultures différentes. Je vous ai dit que j'ai fait justement ces enquêtes sur différents continents. Donc j'étais à même aussi, en tant que psychologue, puisque c'est ma formation, j'étais à même d'apprécier l'impact du phénomène sur les témoins, et je vous donnerai quelques exemples plus tard. Donc en fait, cet impact, et je ne suis pas le seul à le dire, puisque d'autres ufologues ont fait des études sur ce sujet, en particulier des ufologues qui ont une formation en psychiatrie, en psychologie ou en sociologie. Donc je pense en particulier à Kenneth Ring, qui était professeur de psychologie, ou je pense évidemment à John Mack, mais il y en a beaucoup d'autres. Et on peut mesurer, on peut observer un impact sur le témoin qui se mesure au niveau des croyances, de la vision du monde, des valeurs et des représentations du témoin. Donc en fait, ce n'est pas anodin d'observer un phénomène ovni, puisque celui-ci a un impact clair sur les croyances, la vision du monde et les représentations. Donc maintenant, le travail d'un enquêteur ou d'un psychologue, s'il est armé des bons outils, c'est de comprendre dans quelle direction va cet impact. Il ne va pas dans toutes les directions, il va peut-être dans une direction et pas dans une autre. Donc déjà pouvoir l'observer et le mesurer, et aussi voir comment cet impact se concrétise dans le réel. Donc, pour donner un exemple qui soit concret, une expérience avec le phénomène ovni peut impacter durablement la vision du monde d'un témoin, et cette nouvelle vision du monde peut donner naissance à une nouvelle manière d'être et se positionner par rapport aux autres et à la société, et ceci par des actes concrets. Donc moi j'ai rencontré par exemple des témoins qui ont changé de métier suite à une observation d'ovni, qui se sont engagés dans des causes humanitaires, qui ont par exemple... ça semble trivial, mais c'est quand même des changements de vie qui sont importants, décidé de devenir végétarien, ou qui ont du jour au lendemain tout plaqué. Donc ce sont des changements de trajectoire qui peuvent être individuels, mais qui sont aussi des fois collectifs. Donc mon approche, qui, je dirais, diffère des approches standards en ufologie, je dirais matérialiste, ça a été d'analyser la forme et la direction que prend cet impact, et l'idée après est de déterminer les intentions du phénomène, et à partir de là, inférer son origine. Donc l'idée, c'est un petit peu comme dans une énigme policière, c'est de savoir à qui profite le crime finalement. Si on observe tel ou tel changement dans les représentations et les croyances, eh bien peut-être que
le phénomène qui a son origine a intérêt à voir ces changements. Et si on comprend ce changement, eh bien on peut peut-être comprendre les intentions du phénomène et à partir des intentions du phénomène, comprendre son origine. Donc, alors ça c'est mon approche. Ce que j'ai pu observer en ufologie depuis près de 70 ans, c'est qu'on a essayé de mettre le phénomène dans des boîtes. Alors voilà, on dira que dès le début de l'ufologie civile, les ufologues ont classé, ont hiérarchisé, ont ordonné, ont catégorisé ces observations et on a voulu mettre les observations dans des boîtes pour mieux cerner et délimiter le phénomène. Voilà. Donc ça, on l'a fait, je dirais, pendant moins une trentaine d'années. Et puis, on s'est rendu compte que cette classification, qui est somme toute assez artificielle, a fini dans une impasse. Le problème, c'est qu'il n'y a quasiment pas deux observations d'OVNI ou d'occupants identiques. En fait, on a des milliers de cas différents. Et pour vous en convaincre, je vous invite à consulter les centaines, voire les milliers d'enregistrements photographiques ou vidéos d'OVNI. Eh bien, je vous mets au défi de trouver 2 ou 3 photos d'objets qui soient identiques. Alors, il existe des objets qui sont effectivement très similaires, mais identiques sur la multitude et les centaines et les milliers de photographies qu'on a. Ce sont, je dirais, des cas qui sont extrêmes ou des cas qui sont non représentatifs. Donc, avec le recul historique qu'on a maintenant depuis 70 ans, on s'est rendu compte que le phénomène s'adapte à l'esprit du temps. Donc c'est ce qu'on appelle en allemand le Zeitgeist. Zeit étant le temps et Geist l'esprit. Donc l'esprit du temps. Le phénomène s'adapte aussi au contexte sociétal et surtout technologique dans lequel il se manifeste. Il s'adapte non seulement aux témoins, mais aussi aux réalisations technologiques qui sont en vigueur au moment de l'observation. Donc je peux citer des cas. Alors, vous vous souvenez peut-être qu'en 1896-97, des dirigeables volants ont survolé la Californie et le Midwest américain. C'est ce qu'on appelait les airships à l'époque. Donc, on n'avait pas encore de triangle volant ou de soucoupe volante. C'était vraiment des objets qui ressemblaient ou qui avançaient plutôt, qui étaient en avance sur les réalisations technologiques de l'époque, puisqu'on essayait encore à l'époque de pouvoir, voler. Et puis, on suivit ensuite les scoops, les cigares volants. Donc les cigares volants à l'époque où les gros cargos, les gros avions cargo commençaient à se généraliser. Ensuite, on a eu les triangles volants dans les années 80. Je peux parler par exemple de la vague Dodson en 1983-84. Donc c'était à l'époque où justement étaient testées ces ailes volantes dans les bases américaines, que ce soit le B-2 ou le F-117. Et puis ensuite, on a eu plutôt des orbes, etc. Donc le phénomène, je dirais, non seulement fonctionne par vagues, mais en plus anticipe ou s'adapte à nos représentations pour être en phase, je dirais, avec nos réalisations technologiques. Même si, au niveau de ses performances aérodynamiques, c'est un phénomène qui est bien en avance sur ce qu'on est capable de faire. Donc ce phénomène, dit autrement, est capable de mimétisme. Il est doté ce que j'appelle d'une plasticité formelle indiscutable, c'est-à-dire qu'il adapte sa forme un peu comme un caméléon à nos idées, à nos représentations et même à nos attentes. Donc il s'adapte à nous et à nos représentations. Donc par conséquent, une fois qu'on a compris ça, on comprend aussi qu'il est complètement inutile de se fier à l'apparence ou à l'aspect de ces phénomènes. Il s'agit plutôt en fait d'aller au-delà de tout ça, de son apparence, et puis d'étudier ce qu'on appelle les invariants. Donc c'est-à-dire les mécanismes récurrents du phénomène qui sont eux la véritable signature de celui-ci. Donc je vais en citer quelques-uns. On parle d'élusivité, on parle d'ostentation, ou on peut parler encore du facteur ose. Donc l'élusivité, c'est cette capacité qu'a le phénomène de nous filer entre les doigts. Il ne se laisse jamais attraper. Ou je suspecte que s'il se fait attraper, d'une certaine manière, il consent à se faire attraper. Quant à l'ostentation, eh bien, il n'apparaît pas n'importe où, n'importe comment. Il apparaît par rapport à un témoin donné. Il est là pour se faire voir. Se faire voir, oui, pour, adresser un message au témoin, pour montrer qu'il est là, mais il est élusif en même temps.
Donc il veut bien se faire voir, mais pas par tout le monde, par certaines personnes, dans un certain contexte, qu'il contrôle complètement. Et là, je renvoie non seulement à mes travaux, j'ai rédigé un livre qui s'appelle Les agents du changement, où j'ai pu identifier ces invariants, mais je me réfère aussi à l'admirable travail de mon ami et collègue Eric Zurcher, qui vient de résumer ces invariants dans un livre qui vient de paraître sur les rencontres du troisième type, qui s'appelle Les apparitions mondiales d'humanoïdes. Voilà. Donc, vous avez là deux bonnes références pour, je dirais, aller au-delà de l'apparence du phénomène et de mettre le phénomène dans des boîtes et vraiment creuser et comprendre qu'est-ce qui fait l'essence ou qu'est-ce qui caractérise ce phénomène, en tout cas dans son interaction ou dans sa manière d'être avec nous. Alors parlons justement maintenant de la dimension psychique du phénomène. Donc, je vous ai dit en préambule, il y a trois dimensions. Une dimension matérielle, mais je ne vais pas revenir dessus, puisqu'elle est étudiée presque par tout le monde. La dimension psychique et la dimension symbolique. Donc parlons maintenant de la dimension psychique. Donc, quand on parle aux témoins, on observe, alors pas toujours, mais souvent, un dénominateur commun. Beaucoup de ces témoins développent une conscience écologique. Le mot est peut-être fort, mais je dirais peut-être une nouvelle préoccupation pour la santé de la planète ou encore une nouvelle manière d'être aux vivants, aux êtres humains et aux animaux. Certains changent de profession, ça je l'ai mentionné tout à l'heure. Ils s'orientent vers une carrière qui est sociale, par exemple, ou dans les sciences de la vie. D'autres s'engagent pour des causes, que ce soit des causes sociales ou humanitaires ou écologiques, et d'autres, enfin, deviennent végétariens. C'est un exemple que j'ai donné tout à l'heure également. Alors là, ce ne sont que des exemples, mais ces effets-là que je viens de décrire sont très concrets, en tout cas pour les gens qui les vivent, et ils ont un réel impact sur la vie des témoins. Ce que j'ai pu également observer, et là encore je ne suis pas le seul, c'est le développement de capacités psy. Donc quand je dis psy, c'est des capacités qu'on peut qualifier de extrasensorielles chez les témoins, donc telles que précognition, donc la capacité à avoir des informations sur ce qui va survenir dans le futur, ou c'est plus courant des capacités de télépathie chez les témoins. Donc télépathie, soit être capable d'envoyer de l'information d'esprit à esprit, soit de recevoir de l'information d'esprit à esprit. On observe aussi l'inverse, c'est-à-dire que des témoins qui ont des capacités psy latentes ou non sembleraient être plus facilement en contact avec le phénomène ovni. Donc c'est un peu là, on est un petit peu dans le dilemme de la poule et de l'œuf. Qu'est-ce qui provoque quoi? Est-ce que c'est le phénomène ovni qui provoque ces capacités ou est-ce que ce sont ces capacités qui amènent à observer des ovnis? Donc le débat est ouvert, mais en tout cas il y a une relation entre les deux. Ce que je disais, c'est que les témoins deviennent plus conscients et aussi, alors ce qui est intéressant, et ça a été mis en exergue par John Mack, entre autres, c'est que ces témoins parlent d'une interconnexion du vivant et évoquent la responsabilité individuelle et collective que nous partageons envers la planète. Donc, si vous voulez, il développe cette idée qu'on retrouve dans les traditions anciennes, chez les Amérindiens par exemple, ou encore dans les spiritualités orientales, que notre réalité, en fait, nous sommes tous interconnectés à un niveau très sensible. Et puis donc, il parle d'une matrice du vivant ou d'une interconnexion du vivant. Et puis que, sachant que nous sommes tous interconnectés, eh bien effectivement l'impact, ce que nous faisons dans notre quotidien, a un impact ensuite sur le reste et sur le monde. Donc je dirais que cette prise de conscience amène à davantage de responsabilités individuelles et collectives. Certains, alors là je pense à un cas, mais je vais vous en parler, développent ce que j'appelle aussi le sens de la mission. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ces témoins, après une observation ou une rencontre rapprochée, prennent l'initiative et se mettent au service d'une prise de conscience collective. Alors, par exemple, en allant diffuser le message que nous ne soyons pas seuls dans l'univers ou que nous devons, encore une fois, nous soucier de la santé de la planète. Donc le cas que j'ai en tête maintenant, c'est le cas de Tim Edwards. Donc Tim Edwards, je l'ai connu, lui aussi il est décédé, tout comme Bob Pratt.
et il habitait à Salida, dans le Colorado. Et c'était le 27 août 95, c'était un dimanche matin, je crois, il s'apprêtait, je crois, à faire une excursion avec sa fille, je crois qu'il avait une fille, un grand garçon et son épouse. Et là, sa fille lui dit: Eh, papa, il y a quelque chose dans le ciel. Et il peut observer effectivement ce qu'on appelle un cigare volant en plein jour, donc ça devait être à peu près 9h30 du matin. Donc il a pris son caméscope et il a pu faire un film d'environ 7 minutes de, d'un énorme cigare volant au-dessus de la ville de Salida, qui a d'ailleurs été observé par une vingtaine d'autres témoins. Donc l'affaire a fait assez de bruit dans la presse locale et sur les médias locaux. Il a appelé le shérif, donc Tim Edwards a appelé le shérif, et puis il a aussi également participé à certaines émissions. Donc ce qui est intéressant dans le cas de Tim Edwards, c'est pas tellement son observation ou le film, qui je dirais est quand même assez spectaculaire, mais c'est que c'est tout l'impact qu'a eu le phénomène en fait sur sa vision du monde et sur sa personne. Donc j'ai eu la chance à l'époque de beaucoup échanger avec lui. Et en fait, voilà en substance ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je cite: les ovnis surveillent la planète, ils sont inquiets, nous devons nous détourner du nucléaire. Et il m'a dit aussi: je me sens guidé et pense agir comme un messager. Voilà, pour revenir à cette idée de la mission. Donc voilà pour ce cas-là, mais c'est qu'un cas parmi beaucoup d'autres, hein. Je peux également vous parler d'un cas qui est plus connu, qui est très spectaculaire, qui est le cas qui s'est passé à Roua, au Zimbabwe. Donc c'est là que se trouve l'école de Ariel, qui est située à 20 km de la capitale, qui est Harare. Alors c'est un cas qui se déroule à peu près à la même période, le 16 septembre 94. Et là, on est dans une situation où les enfants jouent dans une cour d'école pendant que les professeurs profitent de la pause pour tenir un conseil de classe. Vous avez une soixantaine d'enfants, je crois qu'ils étaient 62, qui jouent voilà, dehors dans la cour de récréation, quand tout d'un coup, une soucoupe volante se pose près de la zone de récréation pour y débarquer des humanoïdes. Et là, eh bien, les élèves qui ont en gros entre 8 et 12 ans observent cette soucoupe volante et les deux extraterrestres dont les descriptions en fait se recoupent. Bon, il s'est passé plusieurs choses sur place. D'abord, les ufologues locaux ont été avertis du cas, donc il y avait Cynthia Hyde à l'époque. Et puis ensuite, John Mack a pu venir sur place, entre autres, hein, mais il n'est pas le seul, pour, je dirais, s'entretenir avec les enfants. Et il faut savoir que John Mack est un grand psychiatre, hein, puisqu'il travaillait chez Harvard. Il avait, je crois, créé la chaire de psychiatrie, si je ne me trompe pas, Harvard. Donc c'est vraiment une sommité. Il est, je dirais, habitué à dissocier le normal du pathologique et à s'entretenir avec les enfants, et je dirais à détecter d'une certaine manière si les enfants fabulent, inventent ou mentent. Mais on voit mal comment 62 enfants peuvent mentir. Alors, en gros, ce qui s'est passé durant ce cas, c'est que les occupants de l'OVNI ont adressé une communication télépathique aux enfants, donc interrogés sur les raisons de la visite extraterrestre. Une élève, alors je vais mettre quelques extraits dans mon intervention maintenant, cette élève expliquait, je cite, que les extraterrestres nous communiquent l'imminence de la fin du monde. Ils veulent nous faire prendre conscience que nous détruisons la planète. Ces idées, elle a dit, me sont venues comme ça dans la tête. L'humanoïde ne parlait pas, il s'exprimait avec ses yeux. Et si vous regardez la vidéo, vous verrez que la fille vraiment semble perturbée. C'est ce qu'on peut dire, pour utiliser une litote. Hein. Elle a vraiment été, je dirais, terrifiée par sa vision d'horreur, et elle a dit que c'était comme si tous les arbres du monde agonisaient, il n'y avait plus d'air respirable et tous les gens allaient mourir. Donc voilà, je vais vous passer un extrait sur ce cas exceptionnel. Et il faut savoir qu'un documentaire est actuellement en cours de réalisation,
puisque certains écoliers ont été retrouvés maintenant plus de 20 ans après l'événement. Et l'idée, justement, de l'équipe de réalisation, c'était de voir comment cette observation a pu impacter la vie de ces témoins qui étaient encore enfants à l'époque. Et vous verrez dans les courts extraits que je vais passer maintenant que les émotions sont encore présentes, comme si l'événement s'était passé la veille. Ce documentaire n'est pas encore sorti, mais il devrait l'être, je pense, dans les prochains mois. Voilà. Somehow there was a message about pollution from the way he was staring. He said, all the trees will just go down and there will be no air and people will be dying. I mean, you just felt nobody really cared. Who do you talk to? How do you understand it? It was just really hard. A thing that a good friend of mine told me that really stuck with me is the aliens projected an image into his head. Je vous ai parlé d'écologie, je vais vous parler maintenant un petit peu de nucléaire puisque c'est lié, comme vous le savez. Donc une chose que j'ai pu noter, c'est que l'écologie revient comme un leitmotiv dans le discours des témoins, des enlevés, des contactés. Donc en fait, si vous prenez tout le spectre, les catégories des gens qui sont en contact avec le phénomène OVNI, donc les témoins, les contactés, alors là je fais plutôt référence aux contactés dits des années 50-60 et des enlevés, les abductés qui ont suivi des années 70 aux années 2000, en fait ils parlent tous de nucléaire. Donc c'est quelque chose qui revient comme un leitmotiv depuis les années 50. C'est toujours le même discours. Donc on se souvient déjà que dans les années 50, les contactés affirmaient qu'il fallait se débarrasser du nucléaire. Si vous vous replongez dans les discours des contactés, vous retrouverez ce leitmotiv sur le nucléaire. Et puis dans les années 80, c'était les enlevés. Les abductés rapportent des scénarios apocalyptiques de désastres nucléaires écologiques, comme s'ils avaient été implantés dans leur tête. Donc soit on leur faisait voir sur des écrans des images de cataclysmes nucléaires ou écologiques, soit ils étaient directement implantés dans leur tête. Donc là, c'est toujours la même mise en garde sur le nucléaire qui revient encore et encore. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, ce danger, en fait, il vient pas de nulle part. On sait que l'atome civil et nucléaire n'est toujours pas réglé, ce problème. L'accident de Fukushima est encore dans toutes les mémoires. On peut dire, sans exagérer, que le nucléaire, c'est une épée de Damoclès au-dessus de l'humanité. Donc je profite aussi de cette intervention pour vous signaler la parution récente d'un livre qui résume de manière très détaillée l'intervention d'un OVNI au-dessus de la centrale de Tchernobyl lors de la catastrophe qui s'est déroulée en 86. Et donc ce livre, qui s'appelle OVNI nucléaire, a été écrit par Daniel Aran, et puis qui est lui-même physicien, donc il est bien placé pour expliquer le fait que sans l'intervention de cet OVNI, l'Europe, le continent européen aurait probablement connu une explosion nucléaire. Donc vraiment, je recommande la lecture de ce livre qui compile également, je dirais, toutes les plus grandes interventions connues d'OVNI au-dessus des bases, des installations nucléaires, des sites de lancement de missiles et des centrales nucléaires dans le monde. En plus du nucléaire, on peut légitimement s'inquiéter de l'état de la planète. Là, je ne vous apprends rien non plus, mais juste pour signaler qu'il y a quelques mois, plus de 200 personnalités françaises lançaient un cri d'alarme. Le communiqué disait en substance que le réchauffement climatique, la diminution des espaces de vie, l'effondrement de la biodiversité, la pollution profonde des sols, de l'eau, de l'air, la déforestation, tous les indicateurs sont alarmants et qu'au rythme actuel, d'ici quelques décennies, effectivement, il ne restera presque plus rien. Donc, si on regarde ce que nous disent les témoins depuis 70 ans et l'état actuel, tant de la planète que le problème que pose le nucléaire pour l'humanité, effectivement, on est à même de conclure que ces deux choses se rejoignent et que le cri d'alarme des témoins, ou ce que les témoins ressentent suite à l'observation d'une OVNI,
du phénomène OVNI, je dirais tout à fait en phase ou tout à fait aligné avec ce qu'on peut observer actuellement, ce que les scientifiques disent sur le problème, je dirais, de l'écologie. Voilà. Que les politiques d'ailleurs sont incapables de régler. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce message à connotation écologique, que rapportent les témoins, est alimenté, corroboré, validé par une foule de données et d'événements ufologiques. Donc, ce n'est pas seulement les témoins qui parlent de nucléaire et d'écologie, mais c'est le phénomène qui nous parle aussi d'écologie et de nucléaire. Donc, je vous ai parlé de Fukushima, mais on ne peut pas ignorer que les OVNI ont survolé ou sont intervenus à de multiples reprises sur des installations atomiques civiles ou militaires. Certains sont allés jusqu'à désactiver des missiles nucléaires intercontinentaux. Donc j'ai pu moi-même m'entretenir longuement avec Robert Salas, qui fait un témoin direct de ces événements, ou encore avec un militaire français présent sur le plateau d'Albion, alors que des OVNI survolaient les installations nucléaires stratégiques. Et ce témoin s'appelle Michel Forest. Donc, tout ça pour dire que les preuves de la relation entre OVNI et nucléaire ne manquent pas. Elles sont même officielles, il ne s'ouvre d'aucune discussion. Cette relation a même un caractère officiel, puisque des acteurs institutionnels l'ont reconnu, que ce soit des directeurs de projets comme récemment Luis Elizondo, Jean-Jacques Velasco en France ou encore le GEPAN. Okay. Donc vous vous souvenez de cette affaire récente de Luis Elizondo qui a travaillé pour le département de la Défense sur un programme qui a duré 5 ans et je crois doté d'un budget de 22 millions. Qui avait pour but d'évaluer le niveau de menace que fait porter le phénomène OVNI sur les capacités nucléaires, les capacités militaires, excusez-moi, du gouvernement américain. Et lui-même, Luis Elizondo, l'a dit à plusieurs reprises, il y a une corrélation entre nucléaire et OVNI. Quant à Jean-Jacques Velasco, il était pendant plus d'une dizaine d'années responsable du CEPRA qui est devenu le GEPAN, donc l'organisme officiel de recherche sur les OVNI du gouvernement français. Lui aussi l'a dit à la fin, OVNI et nucléaire sont liés. Il a même, publié des études statistiques sur ce sujet et puis est aussi le co-auteur d'un livre qui parle longuement en fait de cette relation entre OVNI et nucléaire. Voilà. Je pourrais aussi signaler la vague d'OVNI qui a eu lieu au-dessus des centrales nucléaires en 2014 en France. Et durant cette vague d'OVNI, un directeur de centrale nucléaire, je dis bien un directeur de centrale nucléaire qui s'appelle Pascal Pezzani, lui aussi a fait une déclaration publique dans les médias en disant que c'était bien un OVNI qui avait survolé la centrale nucléaire et lui aussi a fait le lien donc publiquement entre OVNI et nucléaire. Ça c'était en 2014. Voilà. De mon côté, j'ai également fait des analyses. Donc mes propres analyses ont montré qu'à l'époque des essais atomiques, alors en gros entre 1945 et on va dire 1990, les vagues d'apparition d'OVNI étaient corrélées géographiquement et temporellement à l'énergie dégagée par les explosions nucléaires ou à l'entreposage de matériaux nucléaires. Donc si vous reprenez par exemple le stockage de missiles nucléaires et que vous le superposez à, je dirais, les vagues d'apparition d'OVNI, eh bien effectivement les deux courbes se superposent. C'est-à-dire que durant l'époque 66-67 aux États-Unis, qui correspondait aux années où il y avait le plus d'ogives nucléaires entreposées, c'est là où vous avez justement des apparitions d'OVNI au-dessus d'entrepôts ou au-dessus de missiles intercontinentaux. Même chose pour les essais atomiques. Plus l'énergie dégagée par les essais était grande, plus il y avait d'apparitions. Donc tout ça a mené, selon moi, le gouvernement à très rapidement, fin des années 40, début des années 50, faire le lien entre apparition d'OVNI et essais atomiques. Et en 52, à mon avis, ils ont très bien compris, suite aux essais qu'ils avaient menés, et en observant que la vague d'OVNI se déroulait d'ouest en est, que les essais atomiques, si on ne veut pas provoquer, mais généraient ou appelaient des apparitions d'OVNI. C'est ceci qui les a conduits en 1957 à mesurer et observer et étudier le phénomène OVNI de manière mondiale lors de l'année géophysique internationale,
puisque juste avant cette année géophysique internationale, ils avaient provoqué, je dirais, des séries d'essais atomiques importants. C'était, je crois, au mois de mai ou juin 1957. Et ils ont pu ensuite observer le phénomène OVNI se dérouler sur toute la planète, puisqu'il y a eu une vague mondiale en 1957, que ce soit aux États-Unis, au Japon, au Brésil, en Russie, etc. Donc voilà, le gouvernement, à mon sens, en tout cas le gouvernement américain, sait très bien de quoi il en retourne. Il a fait le lien entre le phénomène OVNI et le nucléaire depuis au moins une 50aine d'années. Il sait très bien que ces essais provoquent des apparitions. Voilà. Je pourrais vous entretenir de la relation entre le nucléaire et les OVNI encore pendant des heures. Bon, c'est pas vraiment là le propos, le cœur de mon intervention. J'aimerais simplement illustrer le fait que le message écologique qui transpire du contact entre ce phénomène et les témoins au niveau psychique est aussi tangible au niveau de la matière, à travers des manifestations du phénomène de notre réalité. Donc tout se recoupe finalement. Pour conclure, en début d'intervention, si je résume, j'ai évoqué l'approche matérialiste par laquelle le phénomène OVNI est étudié. Et je l'ai dit, c'est une approche qui est indispensable, mais elle est malheureusement incomplète. Cette approche est incomplète car elle s'intéresse à la forme au lieu de s'intéresser au fond du phénomène. Donc il n'importe peu finalement de savoir si l'OVNI qui a survolé telle ou telle localité ou tel témoin était ovale, carré ou rectangulaire. Ce qui importe, c'est que cette apparition nous dit qu'est-ce qu'elle nous dit et comment elle le fait. Pour ma part, je considère les OVNI comme des messagers, je les considère comme des agents du changement. De plus, on le sait, le phénomène OVNI fait voler en éclats toutes les catégories culturelles, toutes les oppositions communément admises entre, d'un côté, l'objectif et le subjectif, le matériel et l'immatériel, l'organique et l'inorganique, entre la matière et la pensée. Le phénomène OVNI, il est avant tout cela en même temps. Il enseigne que notre réalité est beaucoup plus vaste, riche et complexe que ne laisse la science matérialiste, que ne laisse entendre, la science matérialiste. C'est pour ça, pour moi, la principale raison pourquoi le phénomène OVNI est toujours tabou, c'est parce qu'il ne s'insère pas dans toutes ces catégories artificielles. Il remet complètement en cause ou en question nos hypothèses ou nos fondations sur la nature de la réalité. Il nous dit beaucoup de choses. Le phénomène OVNI est aussi une opportunité pour faire de la science, comme l'a remarqué Jacques Vallée, puisqu'il nous pose un défi. Il nous pose un défi, c'est à nous de le relever, mais pour cela il faut du courage. Et ça, le courage, souvent il en manque. Ce phénomène finalement communique un message, c'est une forme de métacommunication qui passe souvent par la conscience et par le symbole. Et ce message est généralement de nature écologique. Alors là, je le répète, mon approche est la suivante. En analysant la forme et la direction que prend l'impact, on pourra peut-être, je dis bien peut-être, déterminer les intentions du phénomène et à partir de là, inférer sa provenance. Voilà, donc je viens de vous livrer une partie de l'équation. À vous maintenant de la compléter, d'en tirer les conclusions que vous voudrez. J'aimerais vous remercier pour votre attention. Je vous souhaite une belle continuation à ce beau colloque. Je sais que vous êtes en bonne compagnie. Et puis, je vous adresse toutes mes salutations depuis la Suisse. Et je vous souhaite encore un bel hiver au Canada. Et encore merci à vous. Au revoir.